bonjour la Martinique, bonjour la Guadeloupe et bonjour la Guyane et tous ceux qui peuvent nous voir d'un peu plus loin. Aujourd'hui, je suis seul avec vous, je n'ai pas d'invité, mais il m'a paru intéressant de partager ce moment-là tout seul avec vous pour faire quelques retours en arrière, parce que je croise des gens dans les routes de Fort-de-France, ils me posent des questions et je vais tenter d'y répondre en fonction de ce qui s'est passé la semaine dernière avec la présence combien importante du professeur Joyeux à la Martinique. Professeur Joyeux, professeur de cancérologie, malheureusement qui n'a pas pu venir à une émission sur cette antenne, sur ce plateau. Pourquoi? Parce qu'il était malade, ça peut arriver, même au meilleur. Quand les gens font beaucoup de choses, eh bien, ils se fragilisent. Et il revient à la Guadeloupe après un week-end chargé, très chargé. Et il a eu une grosse grippe qui l'a un peu terrassé. J'ai connu aussi les mêmes effets de la fatigue, puisque j'ai subi aussi cette grippe terrible qui écrase et qui vous laisse coucher pendant 2-3 jours avec une perte d'appétit. Mais on récupère, si on fait ce qu'il faut, on récupère. Professeur Joyeux, important pour le monde de l'alimentation, important pour les Martiniquais, les Antillais, puisque nous avons des habitudes culturelles alimentaires et ces habitudes culturelles, quelquefois, ne sont pas en adéquation vraiment avec la bonne santé. Ça ne veut pas dire pour cela qu'il ne faille pas manger en gardant ce qu'il y a dans notre assiette habituellement, pas du tout. Mais je pense qu'il faut modérer les choses, il faut baisser un petit peu sur les quantités, sur les mauvais mélanges, il faut faire de plus en plus attention, surtout quand on a un certain âge. Oui, ça arrive, parce que là, ça fait partie du voyage de la vie, et plus on avance en âge, plus on est fragile, moins on digère bien, plus on crée des inflammations. Et qu'est-ce que c'est que l'inflammation? C'est le lit de pathologies lourdes, et en particulier du cancer. Le cancer, en Martinique, cancer du sein, les femmes connaissent bien. L'AMREC se charge de faire une grosse information et un gros dépistage auprès des femmes pour le cancer du sein et de l'utérus. Et puis il y a le cancer de la prostate chez l'homme, dont on entend parler de plus en plus, puisque les hommes ont aussi de très mauvaises, plus de mauvaise alimentation, habitudes alimentaires que les femmes, et parce que nous subissons aussi des pressions extérieures. Notre alimentation peut-être elle aurait pu être de qualité, mais avec les pesticides, et nous avons une longue histoire de pesticides, ça n'a pas arrangé les choses. Alors, il y a, en dehors du professeur Joyeux, il y a des gens hyper compétents. Il y en a eu un, malheureusement, qui nous a quittés, qui est parti, c'est le docteur Servan-Schreiber, qui est un neurologue, qui a parlé beaucoup du cancer, il en avait un, et des morts des suites de son cancer, mais je crois que il a pris les choses un petit peu tard. Souvent les cordonniers sont mal chaussés, on donne beaucoup de conseils aux gens et puis on ne s'occupe pas trop de nous. Suivez mon regard. Donc il faut faire attention, il faut s'écouter. Chaque petit signe à partir d'une 50aine d'années, chaque petit signe qui se pérennise, qui dure, qui revient, qui part, est un signe d'alerte. Il faut être en éveil. On n'a pas le droit de laisser passer un signe. J'ai un copain, un confrère médecin qui me disait qu'il peut mourir d'autre chose, mais pas du cancer de la prostate, parce qu'il fait régulièrement ses contrôles. Notre alimentation, notre assiette, c'est notre santé de demain. Et puis c'est aussi l'éducation que nous devons avoir pour nos enfants, parce que nous sommes des exemples. Et ceux qui nous voient mettre dans notre assiette, c'est ceux qui vont mettre aussi dans leur assiette. D'ailleurs, je pense qu'il y a une sorte de petite décadence, si je peux utiliser ce mot, dans notre alimentation, puisque nos enfants maintenant, comme on fait de moins en moins de cuisine à la maison, eh bien, nos enfants mangent à l'extérieur, et ils mangent des choses comme nous ne connaissions pas, des choses que nos parents n'ont pas connues non plus, et c'est plus sous contrôle. Et c'est difficile de dire aux enfants, tu sais, le fast-food, c'est pas bon pour toi. Alors que je dis c'est difficile, on peut leur dire, mais le message n'est pas facilement entendu. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y aille pas alors que le copain à côté y va. Parce que les enfants restent toujours des enfants. Et la raison n'est pas souvent facile avec eux. Pour pouvoir mieux comprendre ce que je vous dis, j'ai fait appel à des spécialistes. Et le premier spécialiste dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, c'est le docteur Servan-Schreiber, avec un petit film qui ne dure pas très longtemps, mais que nous pourrons commenter ensemble sur alimentation et cancer. Et je vais demander à nos amis de la technique de nous
l'envoyer, s'il vous plaît. Il est parfaitement évident quand on regarde les études épidémiologiques que l'alimentation est un des facteurs les plus importants pour ce qui est de déterminer ce terrain qui soit pro-cancer, soit anti-cancer. Par exemple, on sait que dans des pays où l'alimentation est relativement différente de la nôtre, comme des pays d'Afrique du Nord, ou en Asie, en Thaïlande, en Chine, au Japon, il y a des endroits entiers où certains cancers qui sont très fréquents en Occident, comme le cancer de la prostate ou le cancer du sein, n'existent pas. Et une des principales différences est l'alimentation. Donc on sait que l'alimentation a un rôle à jouer. Il faudrait être fou pour ne pas le concevoir. Ce qu'on met tous les jours, 3 fois par jour dans notre organisme à répétition a un impact majeur sur la biologie des cellules. Tout le monde est d'accord sur ça, il n'y a pas de doute. Pour ce qui est des ingrédients qui favorisent le développement, il y a une chose qui est assez claire, c'est que le cancer s'est accéléré considérablement depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a des choses qui ont changé depuis la Deuxième Guerre mondiale dans l'alimentation occidentale. Et on est très clair. Le premier, c'est l'augmentation de la consommation de sucre. Mais il y a maintenant du sucre dans presque tout, parce qu'il y a du sucre dans ce qu'on boit. Avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas de sucre dans l'eau. Aujourd'hui, la principale source de liquide pour un être humain occidental, ce sont des boissons sucrées. Alors le sucre nourrit directement les cellules cancéreuses. Elles peuvent se nourrir que de ça. Ce sont des cellules anormales qui se nourrissent que de sucre. Donc il est évident que ce changement dans l'alimentation a joué un rôle dans la biologie anti-cancer. Le deuxième facteur, c'est le changement dans les graisses animales. Donc dans tous les produits animaux, dans la viande, dans le lait, dans le beurre, dans le fromage et dans les œufs. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on nourrit les animaux avec du maïs et du soja, qui sont très très riches en graisse oméga 6 et très pauvres en graisse oméga 3, qui elle était très fréquente dans l'herbe. Tant que les animaux mangeaient de l'herbe, il y avait des oméga 3 dans la viande, le lait, le beurre, le fromage et les œufs. Quand on a arrêté de leur donner de l'herbe à manger, on s'est trouvé avec une chaîne alimentaire complètement déséquilibrée, avec beaucoup d'oméga 6, très peu d'oméga 3, et qui alimente toutes les réactions d'inflammation dans le corps. Or, le cancer a besoin d'inflammation pour grandir d'abord, parce que l'inflammation permet aux cellules de se multiplier plus vite, et ensuite pour envahir les tissus avoisinants, elle a besoin de ce contexte inflammatoire. Si on lui supprime ce contexte inflammatoire, il a beaucoup moins de chances de se développer. Donc, une des choses à faire, c'est de faire très attention à ce déséquilibre entre les oméga 6 et les oméga 3. Puis le troisième facteur, ce sont tous les produits chimiques qui ont envahi notre environnement, mais en particulier notre environnement alimentaire, y compris l'eau, depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec l'utilisation généralisée des pesticides qui n'existaient pas avant la Deuxième Guerre mondiale. Moi j'ai eu un cancer au cerveau, bien on sait que les viticulteurs de la région de Bordeaux qui utilisent beaucoup de pesticides ont 3 fois plus de cancer au cerveau que des gens avec des occupations comparables qui n'utilisent pas ces produits. Donc voilà les 3 facteurs dont il faut se prémunir: du sucre, des oméga 6 et des contaminants de l'environnement. La plupart des molécules anti-cancer contenues dans des aliments sont dans des légumes et des fruits, et pas dans la viande, le beurre, le lait, le fromage et les œufs. Ça, il n'y a aucun doute. D'autant plus que le beurre, le lait, le fromage et les œufs sont déséquilibrés en oméga 6. Les légumes et les fruits contiennent non seulement des antioxydants dont on parle depuis longtemps, mais de façon beaucoup plus importante que ça, elles contiennent des molécules spécifiques qui ont une action anti-cancer. Donc, par exemple, le thé vert qui a été montré, quand on met du thé vert avec des tumeurs en progression dans un laboratoire, on voit qu'elle empêche les tumeurs de grandir. Quand on donne du thé vert à des souris et qu'on a greffé un cancer, les tumeurs ne se propagent pas autant que si elles ne boivent pas de thé vert. Et quand on regarde des populations qui boivent du thé vert, elles ont moins de cancer que nous. Donc il y a quelque chose dans le thé vert dont on sait biologiquement qu'il est actif contre le cancer, qui est probablement très utile chez les humains. On n'a pas les études de grande envergure en double aveugle expérimentales qui l'ont démontré chez l'homme. Et on ne les aura jamais puisque personne ne va payer pour faire ça, c'est pas brevetable le thé vert. Et en attendant, moi il m'a semblé que c'était parfaitement légitime de commencer de me l'appliquer à moi-même et de le recommander aux gens qui veulent s'en servir, parce qu'il n'y a certainement aucun danger à boire du thé vert plutôt qu'autre chose. Autre exemple d'aliments qui sont spécifiquement anti-cancer, l'anti-inflammatoire le plus puissant que l'on connaisse, qui soit naturel, sans aucun effet secondaire, qui ne fera pas de trou dans l'estomac, est le curcuma. Le curcuma, c'est la poudre jaune qui est la base du curry qu'on mange tous les jours en Inde. Et bien surtout que c'est un anti-inflammatoire puissant qui permet de limiter les problèmes d'arthrite, mais aussi le développement du cancer, et aussi le développement de l'Alzheimer, et aussi le développlement des maladies cardiovasculaires. Je peux vous faire toute une liste comme ça d'aliments anti-cancer, mais j'ai écrit un livre, je ne peux pas vous le résumer en 10 secondes. Est-ce qu'il faut prendre des fruits et des légumes bio? Absolument. Et la réponse est non. C'est-à-dire que l'apport positif des brocolis
est plus important que l'inconvénient des pesticides. Il vaut mieux manger des brocolis avec des pesticides dessus que pas manger de brocolis à cause des pesticides. Voilà, vous avez entendu l'alimentation, ce qu'il y a dans votre assiette. Vous n'avez pas l'impression que vous avez déjà entendu ce genre de discours ici, sur ce plateau, avec certains de mes amis, avec moi-même? En fait, ce sont des choses que nous savons tous, pas faciles à appliquer. Quand je parle des oméga 6, et Dieu seul sait si j'en ai parlé ici, quand je parle des oméga 3, Dieu seul sait si j'en ai parlé ici, de temps en temps j'ai l'impression de prêcher dans le désert. Mais vous ne pouvez pas imaginer l'importance que ces deux molécules peuvent avoir. Le docteur Berthelot dit, et je répète cela tout le temps, c'est mon vieux complice, mon ami, que si jamais les Antillais et les Guyanais acceptaient de changer leurs huiles, si jamais les Antillais et les Guyanais acceptaient de changer leurs huiles, 80% des maladies seraient évitées. 80%. Vous imaginez, ce n'est pas 10%, 20%, 80% des maladies. Pourquoi? Parce que ces omégas dont on parle sont l'équilibre de votre cellule. Si votre cellule est malade, vous ne pourrez qu'être malade. Mais il faut que ces oméga 6 et ces oméga 3 soient en équilibre. Or, en général, en Martinique, et c'est valable aussi pour nos amis de la Guadeloupe et de la Guyane, on consomme trop d'oméga 6. Alors, sous quelle forme? La viande, en trop grande quantité. Je dis en trop grande quantité, je ne dis pas qu'il ne faille pas en prendre du tout. Je mange la viande, hein. Je ne mange pas de l'herbe, hein. Je mange des légumes verts parce que c'est nécessaire. Mais je ne mange pas que ça. Alors je peux passer quelquefois pour un père fautard, pas du tout, je ne veux pas l'être. Je donne simplement des conseils. Et je dis que si jamais on veut avoir moins d'oméga 6 dans le corps, il faut diminuer sur la viande. La viande rouge. C'est celle-là qui est la plus chargée en oméga 6. Si jamais voilà un petit peu plus d'oméga 3, eh bien, il faut manger des légumes verts. Et pas n'importe lesquels, parce que tous n'apportent pas des légumes verts, mais en majorité, ils apportent des oméga 3. En majorité. Vous avez des pourpiers, des croupiers chez nous qui apportent des oméga 3. Toutes les autres herbes en général, les légumes apportent des oméga 3, donc il faut en consommer. Les fruits apportent des oméga 3, il faut en consommer. Vous allez dire, des oméga 3, du gras dans les fruits? Oui, il y en a. Eh oui, il y en a. Donc ce sont les grands producteurs des fruits et légumes pour diminuer la capacité des oméga 6 à miner le corps. Je dis souvent ici aussi que il y a au moins 2 à 3 AVC qui rentrent à l'hôpital de Zobda-Kitman par jour. Et sur ceux-là, il y en a près de la moitié qui ne vont pas ressortir vivants. Et vous savez pourquoi? Simplement parce qu'ils n'ont pas les bonnes habitudes alimentaires. Ce qui est grave, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a de plus en plus d'informations, les gens le savent, mais ils continuent, ils n'ont pas à changer. Ah, de toutes les façons, il faut m'en maudire en bagaille. Le seul petit problème, c'est qu'on ne meurt pas tout de suite. On est en souffrance, et on met sa famille en souffrance. Donc c'est pas terrible. Hein. Si jamais on doit mourir, effectivement, la famille aura de la douleur. Mais là, on rajoute de la douleur à la douleur. Ça fait beaucoup, hein, avec tous les ennuis que ça peut comporter. Donc je crois qu'il faut que raison se fasse et qu'on puisse arriver tout doucement. Ce n'est pas question de changer la vie du jour au lendemain, qu'on commence à mettre beaucoup plus de verre dans son assiette. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Et puis les oméga 3 sont apportés aussi par des poissons. Alors nous n'avons pas de poissons gras des mers froides, puisque nous avons des mers chaudes ici. Hein. Donc les poissons gras des mers froides, ce sont les petits poissons en général, donc on va les acheter en conserve, parce que même s'ils sont en conserve, c'est un inconvénient qu'ils soient en conserve, mais cet inconvénient est mineur par rapport à l'avantage. Et ce qui contiennent le plus d'oméga 3, ce sont les sardines. Il faut manger des sardines. Alors, je ne vais pas dire qu'il faut en manger tous les jours, mais quelquefois le soir, après une journée de travail, au lieu d'aller faire la soupe de pied, par exemple, hein, qui est très 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 chargée en oméga 6, eh bien, il vaut mieux manger des sardines. Ou bien du thon en boîte. Ça facilite la vie, hein. Des maquereaux, du saumon. Alors les gens disent que bon, le saumon,
c'est un poisson poubelle, comme le thon. Oui, mais vous n'allez pas en manger tous les jours. Tout est dans la mesure. Ces oméga 3 en équilibre avec les oméga 6 sont importants. Les oméga 6, on en a besoin parce que c'est eux qui vont permettre de faire un caillot. Si jamais vous saignez, hop, ça va faire le caillot qui va arrêter le saignement. Les oméga 3, on en a besoin. Pourquoi? Pour que la circulation soit plus intéressante dans le corps et au niveau du cerveau en particulier. Parce que si on n'a pas d'oméga 3, le cerveau ne fonctionne pas bien parce que les cellules du cerveau ont besoin de gras. Et seuls les oméga 3 sont intéressants. Une alimentation déséquilibrée, on va entraîner une inflammation. Et l'inflammation, comme disait le professeur que nous avons écouté tout à l'heure, Servan Schreiber, qu'est-ce que c'est? Le lit du cancer. Et il sait de quoi il parle. Je vous disais tout à l'heure, il a eu un cancer, il en est mort. En Martinique, nous avons un cancer du sein chez la femme qui fait des ravages. Cancer de l'utérus. Cancer de la prostate chez l'homme. Vous savez pourquoi? Parce qu'on mange trop de gras. Trop de gras oméga 6. Vous pouvez manger des œufs le matin, ce sont des oméga 6. Mais le soir, on ne peut pas manger d'oméga 6. Alors je vous explique pourquoi d'ailleurs. Parce que le soir, nous n'avons pas des enzymes capables de dégrader les oméga 6. On en a beaucoup le matin, on appelle ça des lipases. Il y en a en quantité le matin. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la journée, ces lipases diminuent et le soir disparaissent presque. Alors c'est vrai, je force un peu le trait en disant que ça disparaît. C'est pas vrai, ça ne disparaît pas du tout. Mais enfin, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Donc, quand vous allez manger des œufs le soir, quand vous allez manger une entrecôte le soir, et Dieu seul sait si une entrecôte c'est bon, au goût, c'est superbe. Si vous mangez du fromage de vache, on va en parler tout à l'heure, le soir, tout cela, ce ne sera pas digéré. Et ça va créer une inflammation. Et je répète, ce que les autres disent avant moi, ce sont des enseignants de qualité, l'inflammation est le lit du cancer. Donc, en mangeant comme nous mangeons aux Antilles en ce moment, nous créons une inflammation permanente, ce que le docteur Berthelot appelle une inflammation de bas grade, une érosion, tout doucement, tout doucement, tout doucement, et jusqu'au jour où la pathologie est installée. Et il faut mener un combat là, un combat pour tenter d'endiguer l'histoire et peut-être tenter de guérir, ce qui n'est pas évident parce que le parcours est long, difficile et douloureux. Puis il y a des aliments, d'autres aliments, un aliment très spécifique que nous connaissons tous à Martinique, aux Antilles en général, qui est un précurseur du cancer. On le sait, mais on le dit mal. On n'arrive pas vraiment encore à cerner tout ça. Le lait. Alors, il y a des gens qui disent « Comment le lait, on en a toujours mangé après la guerre, on nous a donné du lait à l'école. » Moi, j'ai connu ça, à 4 heures, juste après la guerre, effectivement, à la création de 16 heures, on nous donnait un verre de lait. Ça avait un goût superbe. Mais pourquoi? Parce que le gouvernement avait besoin de relancer l'agriculture, parce que pendant la guerre, l'agriculture était morte en France. Et en France, à l'époque, avait besoin de relancer l'agriculture, donc il fallait consommer du lait, il fallait aider les agriculteurs, et on nous a déversé du lait dans les écoles, et en particulier dans les corps comme l'armée. Ce lait, à l'époque, était encore de qualité. Oui, pourquoi? Parce que à l'époque, les vaches étaient dans les prés, ils mangeaient de l'herbe, c'est riche en oméga 3. C'était du lait de qualité, c'était bon et ça nous apportait plein de choses. Regardez, jusqu'à présent, les gens de ma génération ne sont pas trop mal. Le lait qu'on vendait à la Martinique, il était vendu en bonbonne, je m'en souviens très bien, il était même produit à la Martinique. Il était vendu en bonbonne, on achetait ça dans une casserole, on allait réchauffer le lait tout de suite pour qu'il ne s'abîme pas. Le lait maintenant, il est vendu après avoir été chauffé à une haute température, donc il est massacré. Les vaches sont les unes contre l'autre en batterie. Elles ne sont pas dehors, il n'y a pas de place. L'une contre l'autre. Et on leur injecte en permanence des anti-inflammatoires, des antibiotiques. Et ce lait n'est pas de qualité. On va nous parler du calcium. Tout à l'heure, je vais vous faire écouter le professeur Joyeux qui va vous parler de cela. Mais je vous précise quand même, j'ai cherché des choses précises pour parler du lait. Le lait, il est trop riche en phosphore. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons des petites glandes qu'on appelle des parathyroïdes qui sont à côté des glandes thyroïdes et qui permettent l'assimilation
du calcium en particulier. Et le fait qu'il soit trop riche en phosphore ne va pas permettre l'assimilation du calcium. Et vous savez, quand on a trop de calcium, eh ben, c'est pas bon. Ça va aller dans les articulations, on aura des douleurs et on sera toujours très étonné. Il est indigeste par sa quantité en graisse saturée. Trop d'oméga 6. Quand vous prenez un verre de lait, c'est comme si vous mangiez 3 tranches de lard. C'est pas mal quand même. Hein. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore pour vous? Il est indigeste pour l'estomac humain. Parce que dans l'estomac humain, il n'y a pas ce qu'il faut pour dégrader le lait comme le petit veau. Hein. Et bien sûr, en plus, chez les nourrissons, qui ont un petit estomac, ils viennent de naître, vous collez du lait de vache, eh bien, les pauvres. Et puis, en plus, il est indigeste au niveau du lactose. Il y a une absence de lactase. Alors, les noirs, la race noire, à 70-80%, n'a pratiquement pas de lactase pour dégrader le lactose. C'est-à-dire que quand vous buvez du lait, quand vous donnez du lait à vos enfants, quand vous donnez des yaourts à vos enfants, vous leur donnez un aliment qui n'est pas digeste pour eux. Combien d'enfants le matin, après leur petit déjeuner avec du lait, disent « Maman, j'ai mal au ventre ». C'est commun. Même les adultes ont mal au ventre, mais la plainte n'est pas la même. Mais je vous parle des enfants. Presque tous les enfants, personne ne pourra me démontrer le contraire, presque tous les enfants qui boivent du lait le matin ont des problèmes de ventre, donc des problèmes intestinaux. Parce que le lait va créer dans ce petit intestin une hyperperméabilité intestinale. C'est-à-dire qu'il y aura des molécules qui, au lieu d'être assimilées, bien assimilées, vont passer par des voies différentes et vont aller n'importe où dans le corps. Le lait n'est pas bien assimilé. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé encore pour vous? Il est fait de produits, il est plus allergène. Les molécules de lait passent par la barrière, ce dont je vais vous dire. Et puis, il est fait pour le veau, pas pour nous. Depuis quand? Vous avez déjà vu un autre animal boire le lait de notre animal adulte? C'est l'homme qui fait ça? Quand le petit veau a terminé, il était sevré, il ne boit plus de lait du tout. Hein. Et nous allons continuer à tirer sur la vache, alors que son enfant ne lui réclame rien du tout. Avouez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ne sommes pas faits pour digérer le lait. C'est impensable. Écoutez ce que dit le professeur Joyeux. Écoutez et regardez. Ensuite, il faut une boisson. Et la boisson, c'est quoi? Ah, vous allez me dire mon café au lait, mon chocolat au lait, mon tata au lait. Non. Nous sommes les seuls mammifères adultes, figurez-vous, à boire du lait. Avez-vous vu une vache boire du lait? Peut-être ici en Savoie, mais ça m'étonnerait quand même. Hein. Si vous la voyez, vous m'appelez, vous me faites une photo, hein, parce que ça m'intéresse vraiment. Bon. Donc ça, c'est pas possible. Nous sommes aujourd'hui en train de boire des laitages alors que nous devons les consommer sous une forme solide, c'est-à-dire sous forme de fromage. C'est pas le yaya, parce que le yaya, comme disait récemment une maman, ma fille, elle les gobe. Elle le gobe. J'ai bien aimé cette expression. Ma fille, elle gobe les yaourts. Combien elle en prend? 3 par jour, 4 par jour. Tellement elle s'en régale. Bien sûr, parce que c'est très bien fait pour que ça ait du goût. Vous comprenez? C'est plein de lactose. Et c'est plein de quoi? De facteurs de croissance. C'est quoi les facteurs de croissance, docteur? Ah, mais les facteurs de croissance, je vais vous expliquer. C'est très intéressant à expliquer. Figurez-vous que dans le lait de la maman, pour son bébé, eh bien, il y a des facteurs de croissance pour le cerveau du bébé. Vous êtes d'accord? Le bébé, 1 an après, il parle, il reconnaît Hollande, Sarkozy, les autres, il n'y a aucun problème. Il reconnaît papa, maman, il commence à parler, à jouer, il sait le bleu, le rouge, il joue, etc. Il est intelligent, il commence à peine à marcher. Il a 1 an. Par contre, le veau, lui, 1 an plus tard, il pèse déjà 365 kilos de plus par rapport à son poids de naissance. Il court, déjà. Il a pu être allaité par sa mère, bien qu'aujourd'hui, on ne le lui donne plus. Le lait de sa mère, il est pour nous. Parce qu'il faut savoir que dans le lait de la vache pour son petit, il y a des facteurs de croissance. Pour un animal qui va prendre 365 kilos, ces facteurs de croissance, c'est quoi? 3 facteurs de croissance. Alors que dans le lait de la maman pour son petit enfant humain, il y en a 7 pour le cerveau, 7 facteurs neurotrophiques. Et dans le lait de la vache pour son petit le veau, il n'y en a que 3. Un qu'on appelle épidermal growth factor, facteur growth croissance, facteur de croissance de l'épiderme, de la peau, de l'enveloppe. Le deuxième, il s'appelle transforming growth factor, facteur de croissance qui transforme les articulations, les muscles, les tendons de l'animal, et Dieu sait qu'il est costaud. Et le troisième, c'est insulin growth factor, c'est-à-dire facteur de croissance de l'insuline, c'est-à-dire insuline, pancréas, tube digestif. Vous voyez? Or, ces facteurs de croissance, ils ne sont pas pour moi, ils sont pour cet animal-là, qui est volumineux. Or, le problème, c'est qu'autrefois, quand ma propre maman faisait bouillir le lait,
Quand mon père allait chercher le lait chez le vacher et qu'il rentrait après nous avoir amenés à l'école à la maison, on faisait bouillir le lait. Il y avait la couche épaisse. Et cette couche épaisse, c'était quoi? C'était les facteurs de croissance qui, en termes physiques, étaient flocculés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus actifs. Il faut savoir que la formule chimique d'un facteur de croissance, ce sont des ponts disulfures. Vous allez imaginer que ça, c'est une molécule de soufre, et ça, c'en est une autre. Un pont, c'est ce qui relie les deux. Eh bien, dans le TGF, le transformé grand facteur, vous en avez 9 ponts. Et pour détruire 9 ponts disulfures, désolé, il faut faire bouillir le lait. Or, aujourd'hui, on ne le fait plus bouillir. Il passe à quoi? 98% des 24 milliards de litres de lait passent à ultra haute température. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 135 à 140 degrés, 4 secondes, 3 secondes. Ça, c'est intéressant, parce que vous détruisez les germes, mais vous ne détruisez pas les facteurs de croissance, ils sont solides. J'ai donc fait au nom de Famille de France une saisine au niveau de l'Agence française de sécurité des aliments qui a changé de nom, il ne s'appelle plus AFSA mais ANSES, et j'ai obtenu 2 ans et demi pour avoir les résultats et pour me donner un polycopié de 98 pages que j'ai regardé d'une manière extrêmement détaillée et où on vous dit oui, peut-être bien que les facteurs de croissance augmentent les cancers du sein, de la prostate, mais c'est si chouïa. Et quand vous regardez de près, c'est 25 à 30%, c'est pas chouïa, c'est pas vrai. C'est beaucoup. Et moi, je veux pas avoir un cancer de la prostate, je veux pas que ma femme ait un cancer du sein, je veux pas que mes amis aient un cancer du pancréas, je ne veux pas avoir des maladies auto-immunes. Or, les maladies auto-immunes aujourd'hui sont liées à 2 choses, les excès de produits laitiers d'animaux trop grands, parce qu'il faut que l'industrie des produits laitiers considère que les facteurs de croissance, il faut les faire disparaître de ceux qui nous font consommer. Or, ils ne les font pas disparaître, ils s'en foutent. Et deuxièmement, c'est le problème de ceux qui créent ce qu'on appelle une porosité intestinale. Alors, porosité intestinale, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous avez un imperméable qui est poreux, s'il pleut, vous allez vous mouiller. D'accord? Eh bien, quand vous avez un intestin qui est poreux, il faut savoir que l'intestin, ce sont des cellules qu'on appelle des entérocytes, des cellules intestinales qui sont collées les unes aux autres. Il y en a des milliards. Et une cellule intestinale, elle vit 4 jours. Au bout de 4 jours, il y en a une autre. 4 jours, il y en a une autre. Et entre les cellules, vous avez ce qu'on appelle des jonctions serrées. Jonctions serrées. Or, le problème d'aujourd'hui, c'est que le gluten du pain moderne actuel, vous remarquerez que quand vous prenez du pain, vous avez des difficultés à trouver un trou dans le pain. Il faut une aiguille pour trouver un trou. Autrefois, vous alliez à 11h30 chercher le pain chez la boulangère, et vous reveniez, vous cassiez la baguette, et vous vous amusiez à en manger parce que c'était bon, et en même temps, on mettait un doigt, l'index, le pouce dans les trous. Il était aéré parce qu'il y a beaucoup de levain. Aujourd'hui, que dalle. Vous avez des levains chimiques, vous avez un gluten qui est extrêmement solide au niveau des protéines qu'on appelle gliadine et gluténine, et qu'est-ce que ça crée? Ça crée que les jonctions serrées entre les cellules intestinales se desserrent. Alors je fais exprès d'élargir, mais normalement ce n'est pas une aussi large. Mais à partir du moment où ça se dessert, vous avez une mauvaise molécule qui passe. Elle devrait passer ici à travers la cellule, mais là non, elle passe entre les cellules. Et où elle va? Eh bien elle va là où il ne faut pas aller. Le calcium qu'il y a dans le lait de la vache, vous en avez 4 fois trop pour nous. 4 fois trop. Le lait de la maman contient du calcium, bien sûr, suffisamment pour le bébé. 4 fois moins que le lait de la vache, ce qui est normal puisque le petit humain, il va prendre 5 kilos en une année, alors que l'autre, il en prend 365. Donc il est normal qu'il y ait beaucoup de calcium dans le lait de la vache. Mais on vous a mis dans la tête que si vous ne prenez pas assez de calcium, vous allez avoir de l'ostéoporose, vous finirez en poussière, ce qui est d'abord certain. Certains, on finira tous en poussière. Mais on vous fait croire que plus vous allez en consommer, et moins vous aurez d'ostéoporose. C'est faux, c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse. Les femmes au monde qui ont le plus d'ostéoporose, c'est celles qui consomment le plus de produits laitiers. Elles sont en Suède. Elles ont la chance d'avoir, on a 6 enfants, 3 garçons et 3 filles, on en a adopté 2 de plus, donc vous comprenez pourquoi à la maison on a le sens familial et pourquoi on veut défendre fortement les familles. Eh bien, nous avons une de nos filles qui est historienne, donc quand elle sait que son père et sa mère sont passionnés par la nutrition, et alors dès qu'elle trouve des choses dans l'histoire, elle me rappelle, papa, est-ce que tu sais? Non, je ne sais pas, raconte-moi. Alors, elle me dit, ben voilà, figure-toi qu'il y a un conte hongrois ou tchécoslovaque, je ne sais pas, par là-bas. Je pensais qu'elle me parlait d'un conte de Perrault, vous voyez, d'un conte d'Andersen, d'un conte à raconter, quoi. Non. Elle me parlait du mari de la comtesse. Ah bon, et alors? Eh bien, papa, figure-toi que ce conte, il a honoré sa femme 7 fois en une seule nuit. En général, il y a une femme qui crie comment elle a fait, quoi. Bon.
Ça a été ma question, bien sûr. Comment il a fait? Réponse, papa, il prenait des pois chiches al dente. Pois chiches al dente. Ça me dit quelque chose. Mais les pois chiches, c'est sûr, qui sont pleins de phytohormones. Et les phytohormones qu'il y a dans les pois chiches, ils vont chatouiller les ovaires de madame et les testicules de monsieur. Parce que les hormones de madame ne sont pas les mêmes que celles de monsieur. Nous, c'est une seule, la testostérone. Et les femmes, c'est estrogène et progestérone. Et al dente, ça veut dire quoi? Ça veut dire cuisson à la vapeur douce. Ça veut dire une cuisson qui ne dépasse pas 5 minutes. Ça veut dire que je les ai fait tremper la veille dans l'eau et que pendant que je suis endormi, tout ça s'est bien passé, ils se sont bien hydratés. Et le lendemain, 5 minutes au cuve-vapeur. Et ensuite, je vais les mastiquer. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu comme des noisettes. Parce qu'en les mastiquant, je vais faire sortir véritablement les hormones. Parce que je vais avoir une stimulation hormonale qui est une stimulation phyto-hormonale extrêmement intéressante. Vous voyez? Ah, je suis sûr qu'à Chambéry, dans 3 jours, 8 jours, il n'y a plus un pois chiche, hein, ça c'est sûr. Alors en général, les hommes à la sortie me disent, docteur, les pois chiches, vous en prenez combien? Alors je vous dis, je vais vous dire, je n'arrive pas à vous cacher, 2 fois par semaine les pois chiches, bien sûr. Une bonne poignée avec de l'huile d'olive et de la bonne, extra vierge, bien sûr, plutôt de chez nous, pas besoin d'aller dans les pays étrangers. Et puis ensuite, vous allez y mettre du persil, parce qu'il y a beaucoup de calcium et de vitamine C. Vous y mettrez de la menthe et vous mangez ça à genoux. À genoux. Formidable. Voyez. Alors, voyez à travers toutes ces informations que j'ai essayé de vous faire passer, puis on va passer aux questions, combien Jean Rostand avait raison. Et Jean Rostand, il disait, il vaut mieux un bon menu qu'une ordonnance. Et vous comprenez pourquoi moi je préfère aller au resto qu'à l'hosto. Je vous remercie. Merci à nos amis de la technique. Je pense que ce discours est assez révélateur, et même très révélateur de ce que peut être le lait. Je sais que nombreux d'entre vous le savaient. Hein. Le lait n'est pas une bonne chose pour notre corps. Ah, pendant que je suis en train de penser à ça, le professeur Joyeux a parlé des pois chiches. Vous êtes sûrement très nombreux à mettre cela sur votre liste de courses. Mais je voudrais apporter quand même un petit bémol à l'histoire. Si jamais vous avez des problèmes intestinaux, méfiez-vous des pois chiches, parce que les pois chiches fermentent. Alors, il y a sûrement des phytohormones, mais vous pouvez faire l'essai, ça doit être intéressant. Mais méfiez-vous des pois chiches quand vous avez des problèmes intestinaux. Si vous avez des problèmes, si vous êtes constipé, si vous avez tendance à avoir une alternance de diarrhée, constipation, si vous avez des douleurs abdominales, de grâce, méfiez-vous des pois chiches. Trouvez une autre solution, il y en a sûrement d'autres, hein, elle n'est pas la seule, sinon ça se saurait. Voilà. Donc, grande révélation, les pois chiches contiennent des phytohormones et qu'on peut les utiliser pour passer de bonnes soirées avec ce qu'on aime. Le lait. Il y a une chose qu'il n'a pas dite là, dont il a parlé lors de son discours. Vous savez qu'il y avait 800 personnes chaque soir au Grand Carbet, 800 personnes avec des gens dehors, et on a mis des haut-parleurs le mercredi soir. L'association qui a organisé ça, c'était 2 jeunes femmes vraiment extraordinaires. Parce que moi, je leur ai donné un coup de main, vraiment un coup de main, mais je n'étais pas du tout au fait de l'organisation. Elles ont tout fait. L'association s'appelle Fourchette La Via. Elles ont un site, vous pouvez aller chercher ça sur internet, Fourchette La Via. Elles organisent certaines rencontres de jeunes femmes qui font des choses assez extraordinaires, se battre. Elles ont trouvé de l'argent pour faire venir ce monsieur, elles ont pour payer l'hôtel, pour payer la salle, pour payer ses déplacements avec son épouse. Donc pas évident, parce qu'elles-mêmes elles travaillent, elles sont toutes les 2 diététiciennes hospitalières, l'une au Saint-Esprit, qui est Karine Dolmen, et l'autre au Marin. C'est vraiment une sacrée équipe. Nous revenons à ce que je vous disais pour le lait. Le professeur Joyeux disait que le yaourt, en ce qui concerne le yaourt, il prescrivait un yaourt à ses patients la veille du jour où il devrait passer de la vie à trépas. C'est pour vous dire le côté nocif du lait et même de sa transformation en yaourt. Je sais que c'est pas facile, hein. Alors là, en plus, s'attaque à l'industrie du yaourt et du lait, des coups de bâton que je vais recevoir.
Mais je crois que je suis là pour vous dire la vérité, pour vous dire ce que je pense, ce que je sais, et pas pour plaire à l'industrie agronomique. C'est pas du tout mon intention. Si jamais on regarde les choses en face, il y a sûrement des gens qui vont continuer à boire le relais et qui ne seront jamais malades. Et ça, c'est une réalité. Mais ce seront des cas particuliers. La majorité des gens qui sont fragiles, qui ont des destins qui ne vont pas bien, qui ont des foies qui ne sont pas terribles, qui sont enrhumés tout au long de l'année, qui se mouchent chaque matin, qui sont constipés, tous les constipés en général sont des gens qui ont pris du lait. Et s'ils continuent à prendre du lait, eh bien, ils vont entretenir leur constipation, parce que la constipation, c'est une inflammation. Et quand on boit du lait, on augmente l'inflammation. Je répète ça tout le temps, mais c'est pour que vous le compreniez. Parce que souvent, j'ai l'impression de prêcher dans un désert. Malheureusement, tous ceux qui ont accepté, ceux qui viennent à mon cabinet, qui ont accepté mes conseils, en particulier sur le lait, ont été nettement améliorés. Toutes les petites jeunes filles qui traînent des problèmes d'acné, par exemple, il faut leur demander d'arrêter le lait. Parce qu'en plus, dans le lait, il y a du sucre. Or, l'acné, c'est une manifestation de sucre, de gras et de sucre. Donc, il faut arrêter de boire du lait quand on a une pathologie. Si on n'a pas de pathologie, en fait, on fait ce qu'on veut. Alors, peut-être que boire du lait va entraîner une pathologie. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Mais je veux que vous sachiez, il faut que vous protégiez vos enfants qui viennent là. C'est pas parce que vous avez des habitudes de lait, c'est pas parce que vous avez des habitudes de yaourt qu'il faut que vos enfants fassent comme vous là. Non, faites attention à ça. J'ai un très bon ami qui ne m'a pas écouté et qui mangeait des yaourts en quantité. Il s'est retrouvé avec un cancer de la prostate. Alors je ne dis pas que le cancer de la prostate était provoqué parce qu'il mangeait des yaourts, mais les yaourts ont largement participé à l'histoire. Parce que les yaourts ont entretenu l'inflammation. Et je répète, le lit du cancer, c'est l'inflammation, quelle qu'elle soit. Et le meilleur moyen d'entretenir une inflammation, c'est avec une alimentation qui n'est pas adaptée. Donc, il faut que vous compreniez qu'il ne faut plus négliger ce que vous mettez dans votre assiette. C'est le seul moyen de protéger votre intestin, qui lui est le potomiton de votre immunité. 80% de votre immunité. Chaque fois que vous aurez un problème haut, l'origine sera basse. Vous êtes enrhumé, votre intestin. Vous avez mal aux yeux, votre intestin. Vous avez mal à la tête, votre intestin. Vous avez des douleurs d'épaule, de genoux, votre intestin. Parce que si jamais votre intestin fonctionne bien, si jamais il a un microbiote de qualité, vous diminuez les risques d'être malade. C'est quand même génial ça. Et puis la sensation de bien-être dans le ventre. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Supprimer certaines choses. Supprimer le lait. Et pour certains, pas pour tous, supprimer le pain. Tout le monde ne fait pas de problème avec le pain. Mais comme la Martinique est grosse, comme je le dis, les gens n'aiment pas que je dise ça, mais je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. Et ballonner, tous ces gens qui se baladent avec des gros ventres, il faut supprimer le pain. Ah, à propos, j'ai juste une information pour vous, pour ceux qui sont intéressés. Il y a un programme de cuisine sans lait et sans gluten auquel on peut avoir accès sur Internet. Alors, malheureusement, je n'ai pas l'adresse ici, mais si jamais vous voulez que je vous transmette l'information, il faut s'inscrire. C'est rare, ce genre de truc-là. Donc, un programme de cuisine sans lait et sans gluten. Il faut s'inscrire jusqu'à dimanche. Donc, vous avez le temps rapidement, très très rapidement, si vous le souhaitez, de m'envoyer votre adresse Internet à la mienne. C'est ma.jeanmarie en un seul mot, il n'y a pas de trait d'union là, @hotmail.com. ma.jeanmarie un seul mot, @hotmail.com. Je regarde mes messages tous les jours. Tous ceux qui m'enverront leur adresse en me précisant le programme de cuisine sans lait et sans gluten, je vous promets de vous envoyer le lien de façon à ce que vous puissiez vous inscrire dimanche au plus tard, parce que les demandes sont nombreuses, importantes. Quand on parle du gluten, je peux vous dire que tout le monde ne fait pas d'allergie au gluten. Tout le monde ne fait pas d'intolérance au gluten. Donc, tous ceux qui pensent qu'en arrêtant le gluten, ils iront mieux,
tout va bien, peut-être, mais c'est pas sûr du tout. Parce que le gluten, il y a plein de gluten caché. Parce qu'il y a aussi la grande mode, tu sais, moi je ne mange que des fruits et légumes, je ne mange pas de gluten. Tu bois du vin, oui, il y a du gluten dans le vin. Ah. Martinique, premier consommateur de champagne. Quelle glorification, franchement. C'est pas terrible quand même. Hein. Je préférerais que ça en soit premier pour autre chose. Il y a du gluten dans le champagne. Comment vous allez faire pour la fête? Donc, ne croyez pas que tout est magique. On ne supprime pas le gluten comme ça. Si jamais vous voulez le supprimer, parce que vous voulez vous sentir mieux, peut-être. Mais avant toute chose, il faut que vous puissiez, grâce à votre médecin, faire un bilan particulier. Parce que le gluten entraîne une maladie terrible, qu'on appelle la maladie cœliaque. Et le seul moyen de savoir si vous êtes en train de préparer une maladie cœliaque, il faut faire une endoscopie et un bilan sanguin spécifique. Et ce bilan spécifique va vous dire si vous avez les deux enzymes qui sont responsables de problèmes avec le gluten. Donc ne vous lancez pas à l'aventure comme ça, hein, parce que il y a des gens qui vous disent que oui, vous faites une allergie, on vous donne plein de choses à prendre d'ailleurs, vous faites une intolérance au gluten. Ce n'est pas vrai, tout le monde ne fait pas une intolérance au gluten. C'est sûrement mieux de manger sans gluten, ça c'est clair, parce que le gluten c'est aussi une agression. Mais si jamais vous n'avez pas de signe objectif, si vous n'avez pas de grande fatigue, si vous ne vous traînez pas, si vous n'êtes pas mal, si vous n'avez pas d'indigestion, cherchez une autre cause avant de parler du gluten, parce que le gluten ne peut pas être à lui seul responsable de tous vos maux. C'est impensable. Alors il faut peut-être changer votre alimentation. Mais vous allez toujours retrouver du gluten. Si jamais vous êtes dans une famille et qu'il y en a un qui fait une allergie au gluten, vous avez fait une alimentation sans gluten, je suis désolé, mais il y a toujours une manifestation croisée. C'est-à-dire que ceux qui sont à côté, qui font autre chose que cette alimentation sans gluten, vont vous donner du gluten d'une façon ou d'une autre. Et là, en plus, ce n'est pas un problème de quantité, c'est un problème de présence. Donc vous pouvez avoir ça de gluten. Si jamais vous faites une intolérance au gluten, vous serez malade. Donc ne vous précipitez pas en pensant que vous allez tout régler en supprimant le gluten. Et vous savez où vous allez le supprimer, dans quel aliment? Si vous avez une liste solide d'aliments sans gluten, entièrement sans gluten, faites-moi signe. Et puis en plus, il y a le bio. C'est vrai que l'alimentation bio, dans les années, les siècles à venir, sera sûrement ce qu'il y a de meilleur, parce que tout est pourri. Mais on ne va pas me faire croire que si jamais on mange pas de bio, qu'on va mourir demain. Parce qu'il y a une réalité économique aussi, parce que le bio ça coûte cher. Et puis quelquefois, il y a des problèmes aussi avec le bio, de pesticides. Parce que sur un terrain bio, les terrains à côté, s'ils ne sont pas bio, il y a un problème de croisement. Donc ne vous lancez pas comme ça. Il y a une dame qui dit, moi je ne mange que du bio. C'est bien. Mais quand, je prends souvent cet exemple-là, une femme se retrouve, une mère de famille avec 4 enfants, toute seule. Vous allez lui dire que ses enfants vont mourir parce qu'elle ne mange pas du bio? Ça veut dire quoi ça? C'est faux. Il faut qu'elle continue à vivre, qu'elle continue à donner à ses enfants. Alors, on pourra vous proposer de sélectionner les choses. Par exemple, de ne pas leur donner de pain si jamais ils ont mal au ventre. Tous les enfants qui ont mal au ventre, hein, c'est pain et lait. Hein. Ça, c'est clair, précis. Pain et lait. Sans compter toutes les autres petites, je dirais, cochonneries qu'on mange à côté, comme les chips et compagnie. Hein. Les chips, c'est encore la plus grande catastrophe. Hein. Mais le seul moyen de vivre convenablement, c'est de faire attention à son assiette, mais sans tomber dans l'extrême. J'ai mangé dans certains restaurants végétariens à Paris, quand vous les voyez, les végétariens dans certains restaurants, ils sont tellement pâles et fatigués qu'ils vous coupent l'appétit. Hein. Je ne dis pas que tous les végétariens sont comme ça, hein, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais tout ça pour dire qu'il faut arriver à faire quelque chose de raisonnable. C'est le seul moyen de donner une chance à la machine d'aller le plus loin possible avec le plus de tranquillité. L'alimentation dans votre assiette, c'est ce que vous devez reconnaître, c'est ce que vous devez faire.
Alors, quoi manger? Alors, je vais me répéter, il faut manger équilibré. Il faut manger des fruits et légumes en quantité, vraiment en quantité. Mais pas à n'importe quel moment non plus, pour qu'il n'y ait pas trop de mélange bizarre, quoi. Alors, vous direz qu'il n'y a pas beaucoup de légumes ici, enfin de légumes verts ici. Eh bien, si on n'a pas beaucoup, eh bien, il faut prendre ceux qui viennent d'ailleurs, parce qu'on n'a pas d'autre solution. Parce que les seuls légumes que nous connaissons, ce sont les légumes pays. Ils sont importants pour nous. En plus, quand les Guadeloupéens les appellent racines, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est à nous. C'est à nous. C'est en dedans de nous-mêmes. Donc, on peut manger des racines, il n'y a aucun problème. Mais ces racines, qui sont aussi des féculents, c'est-à-dire qu'il y a du sucre, doivent être toujours accompagnées de légumes verts, crus ou cuits. Tout à l'heure, je crois que c'est le professeur Le Joyeux qui a parlé des brocolis, ou non, c'est peut-être Servan Schreiber qui a parlé des brocolis. Les brocolis, c'est bien, c'est une grande mode en plus. Mais quand on a des problèmes intestinaux, il faut faire attention aux brocolis. Parce que les brocolis sont des choux et que ça fermente. Donc tout n'est pas argent comptant. Et quand vous écoutez l'information, il faut que vous puissiez, avec le filtre de votre cerveau, prendre ce dont vous avez besoin, mais prenez quelque chose au moins, ne crantez pas tout. Parce que les brocolis sont des choux, et il y a des gens qui ne digèrent pas du tout les brocolis. Mais comment pourrait-on accuser les brocolis d'être indigestes alors qu'on en parle? Vous imaginez, moi, comment... Servan Schreiber parle des brocolis, et puis Jean-Marie est en train de nous dire c'est pas bon. J'ai pas dit que c'était pas bon. J'ai dit que si jamais vous avez des problèmes de digestion, il faut faire attention aux brocolis. En Martinique, problèmes de thyroïde sont importants, nombreux chez les femmes. Mais je crois qu'il faut faire attention aux brocolis aussi, parce que les brocolis contiennent de la glutine, et que la glutine peuvent entretenir un cancer de la thyroïde. On ne vous en parle pas? Moi, je vous le dis. Méfiez-vous des brocolis si jamais vous avez des problèmes de thyroïde. Méfiez-vous des brocolis si jamais vous avez des problèmes intestinaux. Parce que pour que votre thyroïde puisse fonctionner, il faut que votre foie fonctionne convenablement. Donc il ne faut pas le perturber par du gras oméga 6 trop important. Pourquoi? Parce que les hormones de la thyroïde, qu'on appelle les T4 et les T3, qui ont des noms à rallonge dont je vous dispenserai, la transformation de T4 en T3 se fait au niveau du foie et en présence de sélénium. C'est-à-dire que si votre foie ne fonctionne pas bien, votre thyroïde ne fonctionne pas bien. Donc si vous perturbez votre digestion par la chaîne intestinale, votre foie ne va pas bien fonctionner et votre thyroïde ne va pas bien fonctionner. D'autant plus que le foie, c'est le grand filtre du gras. C'est un filtre plus important que le rein. Essayez de vivre sans foie, c'est impossible. Si vous avez un problème de rein, on va vous faire de la dialyse. Mais sans foie, c'est impossible. Donc nous sommes responsables aussi au niveau de notre alimentation pour que notre foie n'ait pas trop de charge grasse. Il est capable de dégrader des oméga 6, des oméga 3 assez facilement, mais les oméga 6 c'est trop. Vous imaginez simplement que le lait que vous allez prendre, qui est tellement gras, vous allez demander à votre foie de gérer tout ça, en plus de tout ce qu'il a à faire. Aïe aïe aïe. Je crois qu'il serait des temps pour nous, Quand je vous dis ça pour nous, c'est parce que je me sens concerné. Je fais attention parce que je n'ai pas d'autre solution. Parce que j'ai eu des problèmes avec le lait, donc j'en bois plus du tout. J'ai eu des problèmes avec les yaourts, j'en bois plus du tout. Je mange du fromage. Alors, fromage de chèvre ou de brebis, pour ceux qui aiment ça, c'est vrai qu'il coûte un petit peu plus cher que le fromage de vache. C'est normal, il y en a beaucoup moins. Mais il faut donner une priorité à cela. Si jamais vous ne pouvez pas vous passer de fromage, mangez un pot de fromage de vache. Mais attention, vous vérifiez ce qui se passe. Si jamais vous apercevez que vous êtes perturbé par ça, arrêtez d'en manger. Il faut que vous écoutiez. Je dis tout le temps ici que nous sommes des individus exceptionnels et uniques. Le Créateur nous a fait comme ça. Donc, ça veut dire que notre histoire est une histoire différente de celle des autres. À l'intérieur de notre même famille, elle est différente de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants.
donnons-nous la chance d'aller le plus loin possible, avec un gros sourire, même si pour quelques-uns je parais un peu fouettard et sévère. C'est pas vrai, je ne suis pas sévère du tout. Ceux qui me connaissent le savent bien, j'ai rien de type sévère. En revanche, je suis inquiet. J'aime ce que je fais. Je suis un passionné, j'aime ce que je fais parce que j'aime les gens. Hein. Mais je crois que si j'aime les gens, c'est parce que je m'aime bien. Et je le fais avec plaisir. Et c'est pour ça que je vous alerte. J'essaie d'être un éveilleur de conscience dans ce que je sais faire, que je connais, de façon à ce que demain, vous ne disiez pas « si j'avais écouté Jean-Marie ». Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt. Bye bye.